Bonjour et bienvenue sur cette cinquième séance en C#. On se retrouve pour parler des opérateurs, une partie très importante qui va rassembler, en tout cas relier énormément de notions que vous allez voir en programmation et des notions qui seront également compatibles, d'accord, ou en tout cas applicables dans d'autres langages de programmation si vous choisissez un jour, vous avez la curiosité en tout cas de vous former sur d'autres langages. On va regarder un petit peu tout ça dans le détail pour voir un peu comment que ça se passe. Les informations que je vais vous donner sur cette vidéo sont quasi similaires, on va dire, d'un langage à l'autre. C'est-à-dire que les opérateurs sont tout simplement des symboles qu'on va utiliser au niveau du code, qui vont permettre notamment de faire des calculs, d'accord, via des expressions, de faire des comparaisons, on le verra un petit peu par la suite quand on abordera les structures conditionnelles, ou qu'on utilisera également des boucles pour répéter des instructions. Donc pas mal d'opérateurs différents, et on en a déjà de toute façon utilisé au cours des vidéos précédentes, sur les codes qu'on a pu justement avoir en vidéo. On va commencer déjà par quelques petits rappels très simples. Donc il y a beaucoup d'opérateurs, je ne vais pas forcément tous vous les présenter, d'accord. Il y a des opérateurs où vous n'aurez pas forcément d'ailleurs l'utilité, et ce sera à vous d'aller vous renseigner dessus si un jour effectivement vous en avez besoin, d'accord, si vous avez besoin d'utiliser ces opérateurs bien précis. On verra bien sûr tous les opérateurs usuels et qui vont vous servir au niveau de la programmation. Un premier opérateur que nous avons déjà vu est l'opérateur d'affectation. J'en ai déjà parlé quand on a fait la vidéo notamment précédente sur les variables. On faisait par exemple tout simplement ce genre de choses, et en utilisant le symbole égal, on pouvait mettre un nom, d'accord. On avait notamment notre ami Robert, je crois, voilà, comme ceci. Ça fonctionnait très bien. Donc l'opérateur d'affectation permet de dire, mémoriser tout simplement une information dans une variable qui possède un type précis. Il faut que la valeur, évidemment, soit compatible avec le type de variable qui est proposé. Alors j'ai pas gardé mon tableau, bon c'est pas grave, mais vous avez évidemment prendre en compte le type de variable que vous utilisez pour savoir quelles valeurs sont compatibles par rapport à ça. Donc cet opérateur d'affectation, pas de problème, d'accord, dans l'usage, on l'a déjà utilisé dans d'autres vidéos, maintenant vous savez comment ça fonctionne, donc c'est le premier opérateur que vous avez manipulé, en tout cas un des premiers, et celui-là évidemment est bien à connaître. On va passer par les opérateurs maintenant arithmétiques, donc les opérateurs pour les calculs. Alors rien de compliqué là-dessus, puisque vous avez tous déjà manipulé des opérateurs arithmétiques à l'école durant vos études, dans les plus, on va dire, les classes les plus primaires, pas forcément besoin de faire des hautes études pour les aborder, puisque vous avez certainement manipulé l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, d'accord, les quatre différents, on va dire, calculs élémentaires. Pour l'informatique, donc au niveau de l'informatique, certains symboles vont évidemment différer de ce qu'on peut utiliser par exemple sur un papier ou sur un document mathématique qui aurait des symboles un petit peu différents. Par exemple, alors on va faire directement un calcul, parce qu'on peut, comme je vous l'avais dit précédemment, dans une variable, mémoriser bien le résultat d'un calcul, on peut sans problème faire ça. Donc on va par exemple faire ceci, on va l'appeler result ici, et on va tout simplement utiliser l'opérateur arithmétique pour l'addition, qui est tout simplement le symbole plus. Pas de surprise ici. Si je fais évidemment un affichage du résultat, on va aller là, .NET Run, on va obtenir tout simplement comme affichage le résultat de l'opération, d'accord. Ça va pas nous afficher 3 plus 2, on n'a pas stocké en réalité ça dans la variable, on a stocké le résultat de ce calcul arithmétique via cet opérateur là. On retrouve bien évidemment plein d'autres opérateurs, je vous les noter en commentaire ici comme je fais généralement habituellement. Très rapidement, arithmétique, alors on va dire pour les opérateurs qui sont dits binaires, d'accord, parce qu'on fait toujours une opération entre deux choses. Donc on a l'addition, la soustraction, donc ça je vais pas vous le montrer, d'accord, c'est exactement comme en mathématiques, vous faites le symbole moins, donc c'est celui-là, je veux dire, il n'y a pas de secret. Pour la multiplication en revanche, on va pas utiliser la lettre X, parce que vous savez bien que la lettre, que c'est un caractère qui serait du coup utilisé pour autre chose, on va utiliser à la place le symbole étoile. Voilà, l'astérisque qui permet de faire des multiplications. Donc là on aura le résultat de 3 fois 2. Donc pas de problème là-dessus. Ensuite vous allez avoir pour la division, un symbole qu'on utilise généralement aussi en mathématiques, qui est le slash, d'accord, la fameuse barre oblique. Là, on va obtenir le résultat de 3 divisé par 2. Voilà. Je rappelle que comme int permet de mémoriser des valeurs entières, évidemment nous n'avons pas de valeur décimale, d'accord, il n'y a pas de 1,5 qui est affiché, en tout cas qui est obtenu comme résultat, mais 1, puisqu'on a perdu la partie décimale, justement par rapport à ce type de variable. Il faudrait bien sûr passer à un float, ou un double notamment, par exemple, pour avoir des valeurs plus précises. Voire même si on veut être sûr, on peut s'amuser à mettre des points zéro, pour bien montrer visuellement, en tout cas au niveau du code, toujours pareil, pour auto-documenter le code, montrer qu'effectivement on manipule des valeurs doubles, plutôt que des simples nombres entiers.
Ça, pas de problème. On passe maintenant à un autre opérateur, je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce qu'il y en a vraiment pas mal quand même à montrer, qui est un opérateur que vous n'avez pas forcément vu en mathématiques, ou en tout cas pas si vous êtes là pour le coup d'être arrivé à des études un peu plus avancées, voire même des mathématiques appliquées à l'informatique, puisqu'il s'agit de l'opérateur modulo, qu'on représente avec le symbole %, qui est en fait tout simplement le reste de la division euclidienne. D'accord? Donc quand vous divisez 3 par 2, pour le coup, on obtiendra un reste qui permettra d'être récupéré par rapport à ça. Ok? Tout simplement parce que si on divise 3 divisé par 2. Donc là, effectivement, au niveau du reste, comme on a une partie qui est perdue, on va plutôt faire 10 divisé par, je sais pas moi. Est-ce qu'on peut faire... Le problème c'est qu'on n'aura pas une valeur. Plutôt 5, voilà, 5 modulo 2. Ce sera beaucoup plus parlant. Quand on manipule des valeurs... Alors par contre, oui, pas double, pardon. Forcément, pas voir ce que je veux. Voilà, 5 divisé par 2. Ça donnerait 2 comme résultat, et il reste 1 pour arriver à 5, parce que 2 fois 2, 4, pour arriver à 5, il faut rajouter 1. Donc c'est effectivement le reste de la division euclidienne, simplement. Donc pas un opérateur compliqué à utiliser, c'est un opérateur qui est très 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 utile dans beaucoup de choses. Il permet par exemple de vérifier la parité d'une donnée, il permet notamment de faire pas mal de codage, hein, quand on travaille sur des algorithmes de chiffrement, par exemple, on utilise beaucoup cet opérateur de modulo, donc vraiment très très utile en informatique, en programmation, il fait partie des opérateurs bien sûr à connaître sur le bout des doigts. Ça, pas de problème. Au niveau de ces opérateurs, on peut avoir des calculs un peu raccourcis. En informatique, vous verrez très souvent, vous aurez... Alors, je ne peux pas forcément vous donner des exemples très concrets, il faudra que vous ayez un peu plus de pratique pour vous en rendre compte par vous-même, mais vous aurez très souvent ce genre de calcul. Alors, par exemple, ici on a une valeur result qui est, je sais pas moi, égale à 0, et à un moment donné, dans pas mal de cas, d'accord, de cas concrets en programmation, vous serez souvent amené à faire ceci. C'est-à-dire result, donc la variable, égale la variable plus ou moins ou fois ou divisé ou modulo quelque chose. Par exemple, on peut faire ça. Et ça, vous voyez, ça fait pas mal de répétitions de code, c'est un petit peu redondant. D'accord? Donc en fait, c'est de la forme, hein, si on voit en gros, c'est de la forme égale a plus quelque chose. Par exemple, a plus x, qui serait du coup une valeur. Donc là, la répétition ici de la variable à chaque fois. Donc plutôt que d'écrire le égal ici et le plus à chaque fois, on peut raccourcir cette syntaxe. Alors d'ailleurs, peut-être mettre en commentaire comme ça. Au lieu d'écrire ça, on peut tout simplement écrire result, puisqu'on fait finalement une addition et une affectation. Alors il faut savoir qu'il y a un ordre de priorité des opérateurs, pareil ça pour certains opérateurs spécifiques, il faudra vous renseigner si nécessaire. Pour les opérateurs de façon arithmétique, c'est comme en mathématiques, c'est-à-dire que la multiplication, la division et le modulo pour le coup sont prioritaires, évidemment l'addition et la soustraction après. En gros, si vous faites par exemple 5 plus 3 fois 2, voilà, ne pensez pas évidemment que l'on fait 5 plus 3 d'abord et ensuite on multiplie ce résultat par 2. C'est comme en mathématiques, comme vous l'avez appris, on fait d'abord la multiplication et ensuite le résultat de la multiplication est additionné à 5, d'accord? C'est toujours dans cet ordre-là. Si on veut changer la priorité des opérateurs, comme en mathématiques aussi, on utilise bien sûr des symboles parenthèses, voilà, qui du coup donnent la priorité à ce calcul en premier et ensuite la multiplication. Donc là, normalement, vous ne devez pas être perdu, pas dépaysé, parce que c'est vraiment comme en mathématiques, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Du coup, l'opérateur d'infectation est un opérateur avec la priorité la plus basse. Tout simplement parce que vous voyez, il faut bien qu'à la fin, on affecte quelque chose, donc la priorité la plus basse lui a été donnée, pour dire en fait de toujours effectuer les calculs qui peuvent être présents dans l'expression, que l'on a en fait à droite ici, d'accord, avant d'affecter tout ça à une variable. Parce que sinon, du coup, on aurait des affectations de variables avant, et ce serait pas forcément pratique, et ce serait assez problématique dans l'exécution de nos programmes. Donc ça va d'abord faire ça, toujours, d'accord, donc l'addition d'abord, et ensuite ça va affecter les résultats à result. Du coup, on a une syntaxe raccourcie pour faire ce calcul plus rapidement, en tout cas qui est moins à écrire, en mettant simplement comme ça. Donc là, pareil, si vous avez peur de vous tromper dans l'ordre des caractères, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport à l'ordre en fait de priorité des opérateurs. L'addition va être faite en première, donc on le met avant, et l'affectation derrière. Donc si vous faites result plus égale 5, ça revient à faire ça. Result égale result plus 5. Si vous mettez du coup moins égal, ça reviendra à faire ça. D'accord? Si vous mettez 1 fois, c'est la multiplication. Pareil pour la division, pareil pour le modulo. Je ne vous les montre pas les autres, mais c'est exactement la même chose. Donc ce sont des écritures raccourcies. Vous les mettre ici. Vous avez le plus égal, le moins égal, le fois égal, division égale et modulo égal. D'accord? On en a évidemment d'autres, mais là, en tout cas pour les opérateurs ici arithmétiques, ça suffira bien par rapport à ce que vous pouvez faire. Donc, petite écriture raccourcie, on n'est pas obligé d'utiliser cette syntaxe, d'accord? On peut tout faire sans problème avec cette syntaxe,
mais vous voyez que ça permet d'écrire un peu moins de code, donc pourquoi pas. Voilà pour cette partie ici, pour ces opérateurs arithmétiques, en tout cas les opérateurs binaires, et notamment quelques opérateurs d'affectation, parce que là en plus oui j'ai mis des... Ici en fait j'aurais dû mettre ça dans les affectations, plutôt. Bon, il y a des calculs aussi, mais bon. On va mettre ça dans les affectations. Donc vous avez vu vous aviez déjà vu le égal, hein, ça pas de problème. Voilà, et du coup on aura ces autres opérateurs qui ne sont pas que de l'affectation puisqu'on fait un calcul avant. Mais bon, vous avez compris le principe, je pense que je l'ai suffisamment bien expliqué. Ensuite on a des opérateurs très importants qui sont des opérateurs unaires. Alors c'est des opérateurs arithmétiques mais toujours unaires. Alors je vais mettre ça en... Ceux-là ce sont les opérateurs binaires, d'accord? Tout ça c'est binaire. Et ensuite on va avoir deux opérateurs, par contre ça que là j'utilise, il y a tellement de symboles que si je mets un moins on va penser que c'est un caractère aussi. C'est pas évident. Comment je peux faire ça? Un caractère je n'utiliserai pas forcément, j'en sais rien. On va mettre ce symbole là, parce que ce symbole là il peut être utilisé, ah non, il va être utilisé pour d'autres choses. Bref, bon c'est pas grave. On va garder ça comme ça et on va mettre ça en dessous. Donc les symboles unaires, alors je vais en remettre d'autres, je vais déjà les écrire ici pour que vous les ayez déjà sous les yeux. On va voir le plus plus et le moins moins. Voilà. D'accord, donc ça ce sont des opérateurs arithmétiques unaires. Pourquoi unaires? Ils ne vont prendre qu'une seule valeur. Alors là vous allez dire on a à nouveau le plus, on a à nouveau le moins, alors qu'on avait déjà ici en binaire, donc il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. C'est tout simplement, par exemple, quand vous notez cette valeur, ou je sais pas, notez ce que on n'est pas obligé d'initialiser tout à 0, quand on fait ça, en réalité, implicitement, ça reviendrait à écrire ça. D'accord? Comme en mathématiques, vous savez que quand vous marquez un chiffre ou un nombre positif, vous ne mettez généralement pas le symbole plus, puisque c'est implicite. En revanche, quand on veut noter une valeur négative, là pour le coup, on va mettre l'opérateur unaire pour représenter la négativité, d'accord, la négation. Et là, il a du coup beaucoup plus de sens. Donc ça en informatique évidemment, vous allez l'utiliser très souvent. Par contre le plus, généralement on ne le met pas, voilà c'est implicite. Quand on met 5, c'est automatiquement plus 5, il n'y a pas d'erreur possible. Que sont ces deux derniers opérateurs, le plus plus et le moins moins? Ce sont des opérateurs dits d'incrémentation et de décrémentation. Pareil, ils ne sont pas là par hasard, c'est simplement qu'en informatique, on a souvent besoin, et vous verrez quand on abordera les boucles notamment, d'incrémenter une variable qui sert par exemple de compteur à plus 1 ou moins 1, donc en faisant une décrémentation. Ça peut servir par exemple pour le parcours d'une structure ou le parcours d'un fichier. Imaginez un fichier où vous parcourez chacune de ces lignes, une à une, bien, vous voyez qu'on va à la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. Donc on a un parcours qui est fait à chaque fois de 1 en 1, donc on peut imaginer un compteur qui augmente de 1 pour lire à chaque fois chaque nouvelle ligne du fichier. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout en informatique, dans tous les langages de programmation. On a du coup dans certains langages, pas tous, hein, il y a des langages qui n'ont pas ces opérateurs, comme Python, pour ne citer que celui-là, qui permettent de faire une incrémentation et décrémentation. De 1 seulement, attention, c'est pas un opérateur pour faire par exemple une incrémentation de 2, de 3 ou autre, ou une décrémentation quelconque. Donc si je fais ceci par exemple, d'accord, ici, je vais tout simplement incrémenter de 1. Toujours pareil. Donc ça, c'est que ça reviendrait en fait, en gros, à faire result égale result plus 1. Ou, si vous avez bien compris, result plus égale 1. Même syntaxe. Donc là, alors j'ai pas sauvegardé mon fichier, si c'est bon. Des fois, comme je sauvegarde vite, je m'en rends pas compte. Voilà, c'est un réflexe. Et du coup, vous voyez que la variable était à 5, elle passe à 6. La décrémentation, d'accord, avec l'opérateur unaire, sans surprise, d'accord, ça fait tout simplement l'opération inverse. On décrémente de 1. Donc c'est toujours plus 1 ou moins 1. Il n'y a pas, encore une fois, vous ne pouvez pas faire ceci, hein, moins moins 2, plus plus 2. C'est vrai que ça aurait pu être éventuellement à faire, mais comme on a quand même plus rarement besoin d'incrémenter ou décrémenter un compteur par exemple par 2, par 3, par 5, voilà, ça, si vous devez le faire, bah, ce sera à vous de noter plus égal 2, plus égal 3 directement. Il n'y a pas de syntaxe, on va dire raccourci pour ça. Alors attention aussi, puisque cet opérateur peut être utilisé en préfixe, d'accord, c'est-à-dire avant, par exemple la variable sur laquelle vous voulez l'appliquer, ou même après, comme un suffixe. La différence, eh bien, ça se jouera, encore une fois, sur la priorité des opérateurs. C'est-à-dire que si vous faites simplement, par exemple, que vous avez simplement, comme je l'ai fait ici, result ici plus plus, d'accord? Quand c'est juste comme ça tout seul, comme une simple instruction, ce qu'on voit, on peut le mettre comme instruction toute seule, ou plus plus result, vous n'aurez pas forcément de différence, d'accord? Puisqu'on va directement incrémenter, et là, on voit, on fait l'affichage après, pas de problème. Par contre, si je commence à faire ça, on n'aura pas la même chose selon que j'écris ça, ou si j'écris ça. Toujours pour une question de priorité des opérateurs, notamment par rapport à l'affectation et le reste. C'est-à-dire qu'il y a une partie
où on va avoir l'affectation qui se fera après, et une autre où l'affectation se fera avant. Donc, par exemple, alors je sais pas si on peut forcément le voir, après au pire je peux même le faire ici, hein, parce que là ce sera pareil dans l'affichage. Je sais pas si directement dans l'affichage on le verrait. On va tester. Normalement. Si je fais par exemple, vous voyez, result++ directement dans l'affichage. Parce qu'en gros, là, qu'est-ce que ça va faire? Alors, on va attendre directement le résultat. Voilà, vous voyez, le résultat n'a pas changé. Pourquoi il n'a pas changé? Parce que ce que je dis en réalité, donc ma variable est initialisée à 5, ça vous savez faire, on l'a vu dans la vidéo précédente. Ensuite, je lui dis quoi ici? Je lui dis pas de m'afficher result plus 1. En gros, je lui dis affiche-moi result, parce que c'est ce que fait ici la commande writeLine. Et comme ici l'opérateur est mis comme un suffixe, eh bien l'incrémentation sera faite après. D'accord? On appelle ça une post, puisque c'est un suffixe, post-incrémentation. Donc l'affichage est fait avant, et ensuite seulement on incrémente. Par contre, si je refais un affichage par la suite, donc pas en plus, hein, sinon bon, ça va encore changer la valeur et je m'en fiche, vous allez voir que là, elle aura bien été changée. D'accord? Parce que ça a été fait après l'affichage. Donc c'est le seul cas où effectivement il peut y avoir, attention, il ne faut pas vous tromper, il peut y avoir une confusion au niveau de l'ordre des opérations. En revanche, si je fais ça, là je fais une pré-incrémentation et du coup l'incrémentation va être faite avant l'affichage dans la console. Et là on va avoir directement 6 qui sera appliqué sans problème. Je vais remettre comme ça pour pas que ça vous mélange. Voilà. Là vous voyez qu'on était à 5, on a fait le plus avant, donc l'incrémentation sur le result se fait, et ensuite console.writeLine affiche la valeur de la variable. Donc très important. Si vous le faites encore une fois dans une simple instruction comme ça, pas de problème. Parce que vous voyez, en fait, il n'y a rien dans l'expression. Dans l'expression, il y a juste la variable en question et on lui dit d'incrémenter. Donc que vous le fassiez avant ou après, ça n'a aucune incidence. Parce qu'il n'y a pas d'autres opérateurs en fait qui entrent en jeu dans cette expression-là, dans cette instruction. Par contre, si on commence à faire, encore une fois, result égale plus result, là, il y a un opérateur d'affectation qui entre en compte. Et du coup, soit l'opérateur d'affectation va entrer en compte après, soit il va entrer en compte avant, et ça va évidemment changer ce que vous allez avoir en fait dans la variable result à ce moment-là. Donc attention, j'ai pris le temps pour vous expliquer ça, parce que c'est une source d'erreur très fréquente qui arrive. Faites attention, si vous faites un plus ou un variable plus tout seul comme instruction, aucun problème, d'accord, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. D'ailleurs vous verrez que la pré-incrémentation est plus rapide, hein, en termes, si on veut en parler de performance pure, même si ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais voilà, on peut en parler, donc c'est plus rapide de faire une pré-incrémentation qu'une post-incrémentation. Par contre, quand vous faites ça au sein d'une expression, d'accord, où il y a d'autres opérateurs qui sont inscrits, là il faut faire attention à l'ordre, d'accord, enfin au choix que vous faites entre la pré-incrémentation et la post-incrémentation, puisque les priorités, je vais y arriver, vont entrer en jeu dans le calcul de l'expression dans sa globalité, et ça peut du coup donner un résultat différent. Voilà pour ces opérateurs, tout ce qui était donc arithmétique, unaire, etc. Il y en avait pas mal. On va voir très rapidement quelques opérateurs qui vont servir bien plus, des opérateurs qu'on va beaucoup utiliser quand on va voir les structures conditionnelles dans la prochaine séance d'ailleurs. Donc ceux-là, on en reviendra dessus, mais je vais quand même vous les présenter là, puisque c'est un cours, c'est une vidéo sur les opérateurs et non pas ici sur les conditions. Donc c'est bien de comprendre aussi que les opérateurs fonctionnent déjà même en dehors des conditions, et pas que on utilise des opérateurs d'égalité par exemple, seulement dans des conditions ou des boucles. Ces opérateurs, je notais égalité, hein, parce que de toute façon c'est... Alors pas ici, merci. Je vais noter ça ici. Pourquoi il me fait ça? C'est moi qui fais une bêtise? Attendez. Oh. Alors ça c'est bizarre, dans VS Code, quand j'essaie d'afficher une lettre en majuscule, il me fait un saut... Très bien, bon, c'est pas grave, je le saurai. C'est curieux. Bref, donc on fait ça. Ici. Et l'opérateur d'égalité, pareil, alors égalité ou inégalité, d'accord, hein, donc j'ai... Voilà. On peut mettre un i ici. Égalité. Même un in. Hop. Et du coup, attention, on présente bien. Voilà, nous avons cet opérateur-là, on va en parler. Nous avons cet opérateur ici, celui-là, celui-là. Et là, normalement, déjà, encore une fois, si vous avez fait un minimum de mathématiques à l'école, ça ne va pas vous surprendre. À part celui-ci et ce symbole-là, logiquement, ceux-là, vous les connaissez. Peut-être pas besoin de vous les présenter, hein. Inférieur strictement à, supérieur strictement à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à. C'est comme en mathématiques, ça fonctionne pareil. On compare une valeur, enfin, une donnée par rapport à une autre. Est-ce que la donnée A est supérieure ou égale à la donnée B? D'accord, tout simplement. En gros, si je fais ceci, alors d'ailleurs, je pourrais mettre en fait que ce sont des opérateurs booléens. Voilà, plus exactement. Booléen, pourquoi vous allez comprendre? Parce que si je fais par exemple ceci, alors on va stocker ça dans un booléen, vous allez voir. Parce que forcément, les opérateurs d'égalité vont retourner deux choix.
soit ils vont retourner true, pour dire vrai, hein, en anglais, parce que c'est le terme utilisé en informatique, soit c'est false, donc 0, hein, rappelez-vous, un true c'est 1, false c'est 0, par rapport au binaire, 1 le courant passe, 0 le courant ne passe pas, d'accord, l'histoire des transistors, tout ça, et ça va retourner ça, parce que simplement, une égalité, elle est soit vraie, soit fausse, elle peut pas être entre les deux. Du coup, si je fais ça, alors, ah oui d'accord, c'est parce qu'en fait, je viens de comprendre, c'est parce que j'ai désactivé mon verrouillage numérique, c'est pour ça que le petit E majuscule, là, il a bugué tout à l'heure, c'était pas par rapport à mode éditeur, donc tout va bien, parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai désactivé mon pavé numérique. Donc si je fais ceci, alors même pour être plus propre, qu'on arrive mieux à lire, on peut faire ça comme ça. Vous voyez, on fait une expression qui utilise tout simplement un opérateur, donc booléen, d'égalité, ici. Est-ce que 5 est égal à 6? Pourquoi on double le égal? Je pense que pas mal d'entre vous l'ont déjà compris, parce que ça permet de ne pas le confondre et de ne pas le mélanger, surtout pour le compilateur, avec le symbole d'affectation. Comme l'affectation utilise déjà le égal, il fallait bien un autre symbole pour parler d'égalité, parce que l'affectation c'est pas un égal, attention, quand vous faites une affectation, ce n'est pas pour dire que result est égal à quelque chose, c'est pour dire qu'on mémorise une information dans une variable. Donc il y a une histoire de mémoire, emplacement, etc. Là, c'est véritablement une expression qui est évaluée d'égalité, qui va retourner vrai ou faux selon le retour, le résultat de cette égalité. Si je fais ça sans surprise, ça va nous retourner que c'est faux. Vous voyez, le fameux false qui sera retourné, stocké dans le booléen, et comme on l'affiche, voilà, ce n'est pas vrai. La différence, c'est tout simplement ce symbole-là. Voilà, pareil. Alors certains langages de programmation utilisent par exemple ça, là, ça dépend des langages, mais pour beaucoup de langages comme C#, C, C++, Java, etc., PHP même aussi, vous mettez ce symbole-là, tout simplement. Un point d'exclamation et un égal qui veut dire différent de. Est-ce que 5 est différent de 6? Sans surprise, ça va nous retourner et nous afficher true. Pas de problème là-dessus. Je vous passe en détail les autres opérateurs, sauf celui-là qui est important, puisque celui-là en fait va afficher la négation. D'accord? Alors évidemment si on fait la négation de ça, ce serait un peu bizarre. Donc je peux faire par exemple ça, et je mets true, si je l'affiche. Alors oui, pardon. Évidemment. Voilà. Faut pas qu'ils prennent les convertir. Pourquoi il convertit le type int en bool? Ah oui, oui, c'est parce que oui, ça faut faire attention, ouais, des fois, mais moi je me fais avoir sur les langages, parce qu'il y a des langages qui prennent en compte, et que oui, la console va vous afficher en fait le résultat avec une majuscule au début, et en réalité les noms sont en minuscules. Donc faut faire attention, parce que des fois on a des différences entre ce qui est affiché et ce qui est effectivement, voilà, on le voit même encore là, vous voyez, au niveau du code, il faut afficher tout en minuscules, très important, et pourtant vous voyez qu'à l'affichage, il nous affiche le type comme, voilà, avec une majuscule au début du nom. Donc en gros, si je fais ça, évidemment, comme result égale à false, c'est exactement ce qu'il affiche. Si je mets un symbole comme ça, un point d'exclamation, ça retourne l'inverse, c'est-à-dire la négation. Donc la négation de false, voilà, si ce n'est pas faux, c'est vrai, et du coup on aura l'inverse. Voilà, très important. Donc ça peut servir, par exemple, je sais pas, mais vous avez une variable, je sais pas, par exemple, vous faites jeu, pour un jeu vidéo par exemple, alors launched, ou alors is launched, pour dire par exemple une variable qui vérifie si votre jeu est lancé. D'accord? Par exemple, de base, vous dites ceci. Voilà, par défaut, votre jeu est lancé. Et puis là, vous pouvez dire par exemple, tant que, donc on verra plus tard avec les boucles et conditions, tant que le jeu est lancé. Et à un moment donné, si on veut dire si le jeu n'est plus lancé, donc en gros, si on veut vérifier, si on fait un test, pour dire que le jeu en fait a été arrêté, c'est l'inverse de isLaunch qui est à true par défaut, donc on met la négation. Voilà comment s'utilise cet opérateur, très simplement aussi, il n'y a vraiment rien de compliqué. De toute façon, les opérateurs, à part certains opérateurs qui posent problème avec des priorités, notamment ces deux-là, honnêtement, d'accord, les opérateurs unaires ici pour l'incrémentation ou décrémentation, avec l'histoire de pré- et post-incrément ou décrémentation, le reste, franchement, ne pose pas problème. Normalement, après, c'est juste, il faut les apprendre. Et encore une fois, l'avantage, c'est qu'une fois que vous connaissez les opérateurs pour quasiment tous les langages de programmation. Puisque beaucoup de langages de programmation utilisent ces mêmes opérateurs. Encore une fois, exception justement pour ces deux-là qui sont un peu compliqués, qui ne sont pas présents dans pas mal de langages de programmation. Donc, voilà, si vous apprenez tout ça, mine de rien, vous aurez appris les opérateurs de plein d'autres langages. Ça vous aura fait gagner un temps considérable. Voilà pour ces derniers, pour cette partie ici. Donc ça c'était le 1, l'opérateur, celui-là, en fait c'est l'opérateur unaire, d'accord, c'est forcément parce qu'on varie qu'on le teste sur une seule valeur. On ne fait pas une comparaison entre deux choses. Donc c'est un opérateur booléen unaire, d'accord, qui permet de vérifier une seule chose. Après on a les opérateurs, comme on l'a vu ici, d'égalité, qui sont différents. On a également plus tard, mais là je vais passer très, parce que ceux-là je vous les montrerai, enfin, oui, je vous les montrerai pas forcément, parce que c'est pas forcément, très, il n'y aura pas forcément, on va dire, de cas très concret à montrer comme ça, mais on a les opérateurs également binaires conditionnels. En gros, on est toujours sur du booléen, ça n'a pas de problème, et on est sur du binaire. J'utilise des termes un peu techniques,
mais ce n'est pas pour rien, parce que c'est voilà, les termes comme ça pour bien comprendre justement comment ça fonctionne. Binaire, encore une fois, c'est parce qu'on vérifie entre deux choses, d'accord? C'est pas si c'est linéaire, c'est que ça ne s'affecte qu'à une seule information. Quand c'est binaire, c'est qu'il y a deux parties, d'accord? A et B. Et conditionnel, bah, c'est dans le cas où on va vérifier quelque chose, une condition. Comment on va utiliser ces opérateurs conditionnels? Nous avons celui-là, qui permet par exemple bah, d'évaluer deux choses, c'est-à-dire ça, on le remplace par un et, d'accord? Et l'inverse de et, bah, c'est le ou. Donc on met deux barres obliques. Alors là, dans les commentaires, attention, selon l'éditeur, vous voyez que moi, comme ça affiche les commentaires en italique, on a l'impression que les barres sont obliques. Non, non. C'est vraiment le symbole Alt-G et la touche du 6 hein, au-dessus du T et du Y sur un clavier AZERTY. Ça vous fait une barre verticale. Donc c'est bien celle-là, il faut l'écrire deux fois, très important. Donc ça, bah, comment ça fonctionne? Alors c'est assez bizarre, le seul test que je peux vous montrer comme ça, d'assez, on va dire, illustratif pour cette vidéo, c'est ça, de dire si true est true, est-ce que c'est vrai? En gros, pour que cette condition, d'accord, retourne true, il faut que les deux parties, donc A et B, soient égales à vrai. Là, si vous avez pigé ce que je viens de dire, vous avez beaucoup de true, de false, machin, alors évidemment, attendez, j'ai écrit des bêtises, qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Ça valait un jamais. Ah oui, pardon, c'est parce que, oh là là. Vous voyez, le compilateur il me dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Tu as des variables qui n'existent plus. C'est bon. Voilà, ça fonctionne. Parce qu'en fait, il nous dit, je passe par exemple, si on peut dire, comment je peux dire ça? Ah, par exemple, si vous voulez dire, je veux que une expression soit ceci et cela, d'accord? Il faut qu'elle soit les deux choses à la fois. Donc j'utilise un symbole conditionnel, le et. C'est-à-dire que c'est obligatoire que les deux conditions, A et B, soient exactes. S'il y en a une seule qui manque, c'est pas bon, d'accord? Donc ça c'est important. C'est un peu comme si on vous disait, bah, si vous voulez passer, je sais pas moi, à la douane, n'importe quoi, ou j'ai une bêtise, hein, ou à un aéroport, il faut que vous ayez une carte d'identité et un passeport. Si il vous manque un seul des deux, vous ne passez pas. Vous voyez, il y a obligatoirement les deux conditions obligatoires. C'est pour ça qu'on parle d'opérateurs conditionnels. Si on veut par contre que l'un ou que l'autre, donc au minimum, c'est-à-dire c'est ça, c'est où. C'est-à-dire que là, s'il y a au moins un des deux qui passe, c'est bon. Donc si je fais ça, true ou true, est-ce que à votre avis ça fonctionne? Ça fonctionne, parce qu'il y a au moins un des deux qui est égal à true. Si par contre il y en a un seul qui a false, des deux, peu importe, hein, A ou B, ça fonctionne toujours, parce que encore une fois, c'est où. C'est ou l'un ou l'autre. Comme il y a l'un qui est à true, ça passe. Par contre pour et, comme il faut, comme je vous l'ai dit, que les deux soient vrais, bah là comme il y en a un qui est faux, forcément ça va renvoyer false. Le test ne passe pas, d'accord? Vous ne passerez pas, vous ne pourrez pas prendre l'avion, parce qu'il vous manque soit votre passeport, soit votre carte d'identité. Donc dommage, voilà. Bon, même si sur le passeport il y a déjà votre identité, mais c'était voilà, pour donner un exemple, imaginons, hein, pour imaginer, illustrer un peu tout ça. Voilà pour cette partie, tout est dit sur ces opérateurs ici. On en a vu pas mal, hein. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs à retenir, mais c'est pareil, à force de faire de la programmation, à force de pratiquer, et quand vous vous intéresserez même certainement à d'autres langages, c'est vrai que ça rentre tout seul, et voilà, il n'y a pas besoin, encore une fois, hein, ça c'est important, ne vous amusez pas à apprendre par cœur, à faire des fiches pour absolument tout apprendre par cœur, ça ne sert à rien. Prendre des notes, oui, d'accord, ça il faut, faire des petits programmes, des petits projets pour vous entraîner, ça, alors là, faites-en, mais des dizaines si ça vous chante, c'est très important, c'est le meilleur moyen de progresser. Par contre, n'apprenez pas bêtement les choses par cœur. Même les noms des fonctions autres, comme on verra plus tard, ou des méthodes, tout ça, ça finit par rentrer tout seul à la longue. Et si vous avez un oubli, voilà, ça arrive à tout le monde, un trou de mémoire. Voilà, il y a des documentations qui existent, il y a plein de moyens après de se remémorer facilement les choses. Pas besoin, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas fait forcément pour tout retenir absolument par cœur et restituer ça. Voilà, faire de sa récitation, c'est pas utile. Peut-être qu'à l'école vous avez appris à restituer des choses par cœur, des poésies par cœur, tout ça. Ici, aucun intérêt, donc ne perdez pas votre temps à ça. Alors on a également des opérateurs binaires logiques, hein, donc ça c'est pour faire des opérations, on a le et, le ou exclusif, on a des opérateurs pour tout ce qui est opération sur des bits, hein, faire des décalages de bits, etc., ou notamment récupérer le complément. Je vais assez vite parce que je ne vais pas vous les montrer, parce qu'encore une fois, il n'y aurait pas d'exemple suffisamment concret et intéressant, on va dire, à vous montrer là, et ça concernera peut-être que 2% d'entre vous, et peut-être même moins. Donc pas forcément utile, c'est dans des cas très spécifiques. Et si un jour vous en avez besoin, bah vous irez voir sur la doc de C#, vous verrez le symbole qui est utilisé, hein, vous découvrirez notamment ces petits symboles là. Donc on a le et en simple, on a le ou exclusif, et après on a les opérateurs de décalage de bits, voilà, par la gauche, par la droite, l'opérateur de complément, et j'en passe. Donc si vous savez faire ces opérations mathématiques déjà au niveau de l'algèbre, en informatique vous saurez les restituer en utilisant ces opérateurs. Comme vous savez restituer des opérations, des calculs arithmétiques en informatique avec ces opérateurs-là, si vous avez besoin de faire des calculs algébriques, notamment des calculs sur des booléens et autres, si vous connaissez l'algèbre de Boole et compagnie, vous avez ces opérateurs-là qu'on utilise
en informatique, voilà, pour effectuer ces opérations mathématiques. Donc là on est dans des maths, mais vous voyez qu'il y a des opérateurs faits pour ça, et encore une fois, présents même dans beaucoup de langages de programmation. Donc ça c'est à connaître. On a aussi un opérateur dit ternaire mais qu'on verra avec les conditions, qui est un point d'interrogation comme ça, mais on le verra sur la prochaine séance, je pense, notamment sur les conditions. On verra à quoi il sert, il permet de rendre une syntaxe un peu plus légère, en tout cas qui ait moins de code à écrire, pour par exemple vérifier une information et voir dans quel cas ce qu'on fait quand l'information est vraie ou quand elle est fausse. Parce qu'il y a une condition à vérifier à chaque fois avec un test. On termine cette vidéo avec quelques petites choses importantes, puisque ces opérateurs, on a parlé beaucoup de ces opérateurs concernant les nombres, mais vous savez aussi, vous l'avez vu, hein, notamment pour le langage C# qui est un langage par exemple plus haut niveau que le C, hein, pour prendre un exemple, on peut sans problème manipuler des chaînes de caractères très simplement, on peut réaffecter ensuite une nouvelle valeur à une chaîne. On peut mettre par exemple ceci, et quand ça me chante, je peux mettre un nom beaucoup plus grand, et ça passe, d'accord, sans problème, pas besoin de faire de l'allocation dynamique de mémoire, etc. On est voilà, en C# sur un langage plus haut niveau que le C. Encore une fois, on parle de niveau de langage par rapport à un autre. Si vous dites que le C est bas niveau, ça ne veut rien dire, puisqu'il est haut niveau par rapport à d'autres langages, et il est bas niveau par rapport à d'autres. Prenez toujours voilà, un référent, ou en tout cas voilà, un autre langage de comparaison, pour dire qu'un langage est plus haut niveau ou plus bas niveau, parce que tout seul ça veut pas dire grand chose en tout cas. Voilà pour cette partie. Donc au niveau des chaînes, ce qui est à connaître, c'est très important, c'est ce que ça, je pense qu'il faut, voilà, faire une parenthèse là-dessus, puisque c'est une erreur qui revient très souvent. Si je fais, alors on l'a vu tout à l'heure, si je fais par exemple result égale 3 plus 4, on est d'accord, sans problème. On va faire les choses, on va pas aller trop vite, même si c'est la fin. Voilà. On retourne, on récupère en tout cas donc en affectation le résultat du calcul arithmétique, de l'addition, on l'affiche, pas de problème. Maintenant, transformons cette chose en chaîne de caractères. Parce que oui, après tout, une chaîne c'est quoi? Bah, c'est du texte. Bon, dans un texte, on peut sans problème avoir des nombres. Si je fais ça, que se passe-t-il? Par exemple, on peut se demander. On va faire ça. Et vous allez voir un petit peu le comportement qui se passe. On voit qu'on n'obtient pas du coup un résultat de calcul, on obtient. Et là, je pense que vous l'avez vu au niveau visuel, bah, le 3 s'est mis avant le 4, donc ça a fait une concaténation. Le symbole plus, l'opérateur plus, ne fait pas d'addition évidemment avec des chaînes de caractères, ça n'aurait pas de sens. Il concatène les chaînes. Alors les chaînes, on peut les écrire avec des simples ou double quotes, hein, évidemment. Ça, c'est à vous de voir. Alors, on prend l'habitude plutôt de le faire comme ça sur ce langage. Mais ça fait de la concaténation. Donc si vous voulez concaténer deux mots, deux chaînes de caractères, vous utilisez le symbole plus. Tout simplement. Donc c'est des choses à savoir. Autre petite partie, alors c'est pas forcément, enfin je ne mettrai pas forcément dans les opérateurs, mais comme c'est des symboles assez particuliers qui permettent de faire certaines choses au niveau du code, je voulais en parler dans cette vidéo, parce que je vois pas sur quelle autre vidéo j'aurais pu le mettre. J'aurais pu évidemment vous en parler sur la vidéo concernant les variables, mais qu'on avait déjà beaucoup de choses à faire, je voulais réserver ça là-dessus. Alors justement, par exemple quand on faisait ça, on l'avait pas vu la dernière fois, parce que quand on avait vu notamment les variables, dans la vidéo précédente, bah, je vous avais juste montré comment afficher la valeur d'une variable, en mettant son nom dans un writeLine, d'accord, comme argument ici de la méthode. Donc forcément, pas de surprise, on affichait juste ça. Maintenant, bah, vous savez que vous pouvez sans problème concaténer tout ça. Il me semble que le C# prend pas les accents. Ça c'est pareil sur les langages. On fait ça, et voilà. Vous voyez, concaténation entre un texte et une variable. Ça fonctionne aussi. Parce que simplement, le compilateur, bah, quand il voit ça, il dit c'est pas un calcul, parce que bon là on a une chaîne, et là on a une variable. Cette variable en plus de type string, donc on va pas calculer, on va pas faire l'addition de ton prénom et espace, 2 points, espace, avec du coup mon prénom. Ce serait complètement, encore une fois, voilà, ça n'aurait absolument pas de sens. Comme il y a deux chaînes de caractères, ce symbole-là, le compilateur comprend qu'il faut faire une concaténation entre deux chaînes de caractères, parce que ce sont deux opérandes de type string, et non pas des nombres, des intégraux, ou que sais-je. Du coup, la concaténation se fait, il n'y a pas de problème. Il y a une syntaxe maintenant qui est un peu plus lisible, on va dire, qui est d'ailleurs même une syntaxe qu'on retrouve en Python. Alors en Python, ça s'écrit pas exactement pareil, mais il y a le même genre de syntaxe. En gros, en Python, on met un petit F ici, et sauf qu'en C#, on met un symbole $, donc vous voyez, on met des symboles partout. Et tout simplement, bah, quand vous mettez ce symbole-là, tout est une chaîne. Vous faites comme ceci, d'accord? Et là, bah, au lieu d'avoir des choses bizarres, bah, en fait, vous mettez des accolades. Donc c'est le Alt-GR, la touche 4 pour l'accolade ouvrante, et la touche plus, hein, donc Alt-GR+, toujours pareil hein, sur votre clavier normal, pas le pavé numérique, pour faire l'accolade fermante. Et ici, bah, vous mettez simplement le nom de la variable.
c'est bien plus pratique. Pourquoi? Parce qu'on on gagne en lisibilité au niveau du code. On n'a pas en fait la variable qui traîne un peu à côté avec le risque d'oublier un plus. Vous mettez juste ce symbole-là, et ensuite, vous ouvrez à chaque fois des entre-accolades ici, et vous mettez directement le nom de la variable, et ça va se remplacer automatiquement. C'est une syntaxe un peu plus moderne, qui n'était pas là au tout début du langage, qui est à utiliser. Je vous recommande de l'utiliser, de la privilégier quand vous faites comme ça, de l'affichage de variables, en console notamment. Vous utilisez cette syntaxe-là et c'est très pratique. Vous avez la même. En Python, en fait, comme je l'ai dit, c'est simplement ça. On met un F, ça fait ce qu'on appelle une F-string en Python. Donc là, on n'a qu'à appeler ça une $string. Voilà, je sais plus, pour vous dire, voilà, je sais même plus le nom que ça porte en C#, ce type de formatage de chaîne. Ça a sûrement un nom de toute façon, mais voilà, ça, j'ai pas besoin de connaître le nom pour lui savoir l'utiliser et savoir comment ça fonctionne. En tout cas, n'hésitez pas à vous en servir, c'est très pratique, et plus pratique que la concaténation avec un plus. Et c'est beaucoup plus lisible, et on peut bien sûr en faire plein d'autres. Voilà, on peut dire, et tu as, par exemple, ceci, si vous voulez mettre un âge. D'accord, il n'y a évidemment aucun problème. Je vais pas mettre 48 ans, si je mets 48 ans, les gens vont penser que j'ai 48 ans. Voilà, d'accord. Ça marche comme ça, pas de problème. On peut concaténer, vous voyez, des entiers aussi, que évidemment, on peut afficher une valeur intégrale, enfin un intégraux, pardon, des types intégraux, dans un WriteLine, il n'y a aucun problème, tout passera comme une chaîne. C'est tout ce que je voulais vous montrer, je pense qu'on va s'arrêter là, enfin je dis c'est tout comme si genre on avait vu en 5 minutes 2-3 trucs, puis terminé, puis au revoir tout le monde, la fête est finie. On a quand même passé pas mal de temps, ça nous fait une bonne, enfin ça vous fait en tout cas une bonne vidéo, oui 36 minutes, on est sur la... Oui. Il y a beaucoup de choses à voir, mais voilà, c'est les premières vidéos comme ça, ce sont les notions élémentaires des langages de programmation. Ça fait partie des fondations. En gros, voilà, c'est des choses à bien maîtriser, à bien assimiler, puisque ça vous permettra de comprendre et de bien assimiler le reste derrière, et surtout de vous épargner tout un tas d'incompréhensions et de problèmes et d'erreurs quand vous allez coder, quand vous allez programmer. Donc prenez le temps, très important, ne vous pressez pas sur les vidéos, même si vous voyez qu'il y a par exemple 10, 20 séances qui sont déjà publiées, ne vous dites pas qu'il faut vous dépêcher, que vous n'avez pas le temps, que vous serez en retard. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de rythme imposé. Vous avez tout le temps, ce sont des vidéos, n'oubliez pas que vous pouvez les mettre en pause. S'il y a des gens, ce que ça, je l'ai déjà vu en commentaire des fois, qui trouvent que je parle trop vite parce que vous n'êtes pas français d'origine, vous pouvez ralentir les vidéos, vous pouvez ralentir la vitesse, parce que je sais que quand on parle pas le français natal, c'est pas forcément évident de suivre un rythme soutenu. Et à l'inverse, si vous trouvez que je parle trop lentement, vous pouvez accélérer la vidéo. Si les vidéos sont trop longues pour vous, vous n'avez pas trop le temps en journée, vous pouvez les mettre en pause, les regarder en plusieurs parties. Bref, voilà, les vidéos sont sur YouTube, elles vont pas disparaître. Vous n'êtes pas en salle de classe où vous êtes obligé de suivre un cours pendant 4 heures sans pause, non-stop, etc. Ce sont des vidéos, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez mettre en pause pour faire en même temps sur votre éditeur, pour compiler aussi de votre côté, tester, noter sur un cahier, dans un fichier, prendre des notes, faire des exercices en même temps. Peu importe, vous êtes libre, prenez un maximum de liberté là-dessus pour vous entraîner à côté, pas vous contenter seulement de ce que je vous donne. Le but c'est pas que vous répétiez ou par mimétisme ce que je fais, ce que je vous montre, c'est que vous voyez, que vous découvriez et que vous appreniez ce que je vous montre, d'accord, ça c'est important pour aborder des différentes notions. Ensuite que vous réfléchissiez en vous disant mais comment ça fonctionne, pourquoi il y a ci, mais si je fais ça, est-ce que ça fonctionne comme ça aussi? Comme ça vous testez, et si vous comprenez, très bien, vous progressez. S'il y a encore des choses qui sont un peu floues par rapport au test que vous faites, vous venez poser des questions, me faire poser des remarques en commentaire. Moi je vous aide, on en discute, j'y réponds, etc. On live sur Discord, sur les réseaux, directement dans les commentaires YouTube. Il n'y a pas de problème. Je vous dis à bientôt pour la suite du coup de cette séance, enfin de cette formation même, que dis-je, en C#. À bientôt pour de nouvelles aventures, et on parlera des conditions, voilà, pour la prochaine vidéo, comme je vous l'avais dit. Notion très importante aussi, qui sera un peu plus courte, la vidéo sera moins longue que celle-ci, moins de choses à voir, mais une notion tout aussi importante. Ciao tout le monde.